Il me fait plaisir de vous accueillir pour un autre épisode de cette balado du troisième lieu, balado où nous abordons toutes sortes de questions liées à la notion de territoire, que ce soit notre région, notre ville, notre village, notre centre-ville, sous différentes déclinaisons de sous-thèmes. Et aujourd'hui, pour donc parler, on va parler d'une façon différente, on va dire, de s'approprier ce territoire. Nous qui sommes à la maison, peut-être à regarder ces épisodes, on n'est pas toujours conscient de réalité de certaines personnes plus vulnérables qui peuvent avoir des enjeux au niveau de l'appropriation du territoire. Donc, on va parler notamment d'itinérance et de ce type de vulnérabilité, on va dire, pour certaines clientèles ou certaines personnes. Et j'accueille sur ce plateau, j'ai Émilie Vachon, qui travaille ici à Saint-Georges dans le domaine. Bonjour, Émilie. Et également Joanie Veilleux, qui, elle, est du côté de Montréal, mais tout de même une fille de Saint-Georges. Exact, exact. Voilà, donc merci d'être là toutes les deux. Et donc, Émilie, je le disais, tu travailles ici sur le terrain, tu es une intervenante, mais dis-moi exactement ton titre et l'organisation pour laquelle tu travailles. Oui, bien moi, je travaille au Bercail de Saint-Georges et je suis agente de liaison. Fait que moi, je m'assure un peu de la liaison entre le Bercail, souvent les autres ressources, en fait. Ça peut être ressources communautaires, mais aussi, tu sais, par exemple, les cégeps, on va faire des présentations, parler aussi beaucoup à nos voisins, les commerces autour, en fait, de nous qui vivent la réalité un peu avec les personnes qu'on côtoie à chaque jour. Fait que, tu sais, d'avoir des contacts avec eux autres régulièrement, puis de... Donc, agent de liaison, ça le dit là, dans le titre. Cela dit, explique-moi, il y a le Bercail, il y a l'accueil inconditionnel, il y a toute une gamme de services dans l'organisation, d'ailleurs, qui n'est pas très loin d'ici, sur la 2e avenue. Ouais. Explique-nous un petit peu, là, qu'est-ce qu'on a dans tout ce paquet d'organisations-là. Là. Oui, bien, on a, premièrement, le Bercail. En fait, le Bercail, au départ, c'est une maison d'hébergement pour personnes qui vivent, entre autres, en situation d'itinérance. Fait qu'on a des lits qui sont réservés vraiment pour ces personnes-là qui se retrouvent sans logis à un moment ou à un autre de leur vie. On a d'autres services aussi d'hébergement. Là, je ferai pas, tu sais, je vous les dirai pas tous, là, c'est pas ça le but aujourd'hui. Mais donc, on a l'hébergement en itinérance avec 24 lits quand même pour accueillir des gens sur place, avec de l'accompagnement, avec des intervenants. Et à ça, à la maison d'hébergement, qui est comme le cœur, en fait, ça a parti comme ça, le Bercail. Donc, à ça se rajoutent des services en externe. Donc, on a un accueil inconditionnel qui est comme un lieu où on accueille toute personne, en fait, qui ne se retrouve pas nécessairement ailleurs, qui a besoin de services, besoin d'accompagnement, qui reçoit une lettre, qui ne sait pas trop où s'enligner. Peu importe, on est là vraiment. La porte est ouverte, là. La porte est ouverte, en fait, puis les gens peuvent venir, puis il y a des intervenants sur place pour les accompagner ou les référer, en fait, là, vers ça peut être d'autres ressources. Super. Sinon, on a aussi de juste se poser, d'aller se poser sans faire des démarches particulières. Oui. Les gens peuvent venir prendre un café, venir s'installer, se reposer, se réchauffer. Prendre juste un café, en fait, puis être tranquille dans un point, effectivement, c'est un point. Oui, bon, je sais que dernièrement, vous avez inauguré aussi un nouveau service, des appartements écoles. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça mange en hiver, on va dire, ce projet-là? Bien, en fait, c'est un lieu, c'est un bloc appartement. Donc, il y a 7 studios. Donc, des gens qui se retrouvent là, c'est des gens qui ont besoin peut-être un peu d'accompagnement, en fait, pour devenir éventuellement des bons locataires. Puis là, tu sais, je le dis pas parce qu'ils sont pas nécessairement déjà des bons locataires ou l'ont pas déjà été, mais des fois, pour qui ça a été plus difficile dans les dernières années, en fait, d'être capable de se maintenir en logement pour diverses raisons. Donc là, on va venir travailler ça, essayer de voir un peu comment on peut mieux les accompagner pour qu'ils puissent vivre des réussites dans des logements un peu plus traditionnels après leur passage, qui peut être jusqu'à 2 ans. Ah oui, quand même. Parfait. Et il y a la Cité Beauce-Run aussi, je sais, qui fait partie, ça, dans le fond, c'est populaire. C'est ça, tout à fait. Absolument. Voilà. Joanie, on le disait, tu travailles pour le RAPSIM. Qu'est-ce que c'est que le RAPSIM? Oui, le RAPSIM, c'est le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Donc, nous, on est un regroupement d'organismes montréalais qui œuvrent en itinérance. Donc, on regroupe là, une centaine d'organismes, un peu comme le Bercail, l'accueil inconditionnel, qui travaillent vraiment de différentes façons auprès des personnes qui vivent des situations d'itinérance ou qui sont à risque d'être en situation d'itinérance. Donc, on a parlé, ça pourrait être des ressources d'aide alimentaire, des centres de jour, du logement avec soutien communautaire, évidemment de l'hébergement d'urgence, mais des sites de consommation supervisée aussi. En tout cas, donc,
mais aussi des projets là, un peu comme vous avez non, ici au CGE, le tapage à Saint-Georges, il y en a un aussi. Donc, c'est des programmes là, c'est de pré-employabilité qu'on parle. Là. Donc, c'est pour des gens qui sont vraiment plus loin du marché du travail, mais qui c'est des expériences de travail. Puis aussi une façon d'avoir des sous bien rapidement, puis qui fit avec leur mode de vie, finalement. Donc, nous, notre mission, c'est la défense collective des droits des personnes en situation d'itinérance. OK. Donc, on porte un peu la voix des Super. organismes. La table est mise. Je pense que ça va nous permettre d'avoir de belles discussions. Et on le disait, c'est bien parce qu'on a parce que dans cette balado, on essaie toujours d'avoir une perspective un peu locale, parler de Saint-Georges, parler de la région ici, mais en même temps d'avoir aussi un regard plus élargi. Bon, puis là, on l'a à travers celui de Joanie qui travaille à Montréal, mais cela dit, tu es quand même une fille de la Beauce, une fille de Saint-Georges, revenue ici même, donc tu travailles à distance, si je comprends bien. Exactement, oui. J'ai grandi à Saint-Georges. J'ai fait mon cégep ici, puis après le cégep, je suis partie. J'ai collé à Montréal un peu, puis là, je suis de retour depuis quelques années. Ben voilà, parlons-en un petit peu de la réalité. On va commencer plus micro, on va dire. Là. Parlons-en un petit peu de la réalité à Saint-Georges. Qu'est-ce qu'on constate? Où en est-on, justement, par rapport à, on va dire, ces difficultés-là, ces enjeux que peuvent vivre un certain nombre de gens? On se retrouve ici dans le centre-ville, qui veut pas, n'est pas exempt là, de la présence de clientèle qui connaissent des enjeux quand même de façon régulière. Qu'en est-il, Émilie, de la situation, le portrait des lieux? Oui, l'état des lieux présentement. Oui. Bien, c'est sûr que si on parle des lieux, comme tu dis, on en voit des gens qu'on sent, en fait, déjà en les regardant, on peut sentir que ça peut être des personnes peut-être un peu plus vulnérables. Là-dedans, dans ces personnes-là, c'est sûr qu'au niveau des lieux, on en a qui habitent, en fait, la rue, donc qui se retrouvent pas, qui ne trouvent pas d'autres solutions, en fait, pour qui venir s'installer dans un lieu public devient la solution à un certain moment de leur vie. Donc, c'est sûr que on va pouvoir voir, j'espère pas nécessairement de plus en plus, mais c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau de voir des gens, justement, qui vont s'installer dans des lieux extérieurs publics. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas nécessairement par le passé. Puis, je dirais, depuis l'année dernière, on l'a observé un peu plus. Donc, c'est ça. Les gens, c'est sûr que c'est plus difficile pour eux d'avoir accès à un logement qui répond, en fait, à leurs besoins, qui est accessible, Puis on l'entend beaucoup, là. On n'arrête pas d'entendre parler de la fameuse crise du logement. Pas, ça nous affecte un peu ici aussi, là. Oui. Oui, c'est ça. Je dis un peu, mais... Mais oui, tu sais, on regarde en Beauce, en fait, c'est un des taux d'inoccupation les plus bas au Québec. Là, on est en bas du 1 Oui. Puis quand on parle du taux d'équilibre du marché, là, on viserait plus le 3-4 hein? Exactement. Donc, à Saint-Georges, là, à Saint-Georges, en Beauce, en fait, là, le taux d'inoccupation de logement est très, très bas. Ça veut dire, concrètement, ce que ça veut dire, ça, c'est que il n'y en a pas des logements qui sont inoccupés. Puis pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de logements. J'imagine que les situations qu'on a vécues du côté de Sainte-Marie, par exemple, dans les dernières années, nombre de maisons, on va dire, plus modestes, ont été rasées de par leur proximité avec la rivière et les inondations. C'est sûr que ça pousse des gens finalement à se chercher des logements. C'est pas évident, là. C'est difficile. Mais là, je parle de Sainte-Marie parce que ça fait partie de la Grande Beauce, là. Tu lui donnais des chiffres au niveau de la Beauce. On parle souvent excuse-moi, d'itinérance visible et non visible. Joanie, peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, bien, il y a l'itinérance visible là, qu'on voit, ça le dit, hein, l'itinérance qui est visible. Je pense que quand on pense à l'itinérance, à prime abord, c'est tout le temps à ça. C'est l'image qu'on a dans notre tête, là. Mais l'itinérance, c'est beaucoup plus complexe. Puis il y a une part d'invisibilité qui est très, très grande. Je pense qu'il y a une part d'invisibilité aussi dans ce qui est l'itinérance visible. Mais quand on parle d'itinérance cachée, c'est des itinérances qui vont être moins visibles. Donc, les gens ont des stratégies concrètes pour cacher leur situation d'itinérance. Donc, tu sais, quand on pense notamment là, les jeunes, les femmes, puis aussi en région, c'est souvent des situations qu'on voit plus souvent. Là, donc, les gens vont adopter des stratégies. Pour les femmes, c'est souvent une façon d'être
d'être plus en sécurité. Parce que quand tu affiches une situation d'itinérance, ben tu montres ta vulnérabilité qui s'ajoute aux risques qui sont déjà présents. Donc, ce qu'on va voir souvent dans les femmes, elles vont se maquiller, continuer à trouver des stratégies pour avoir des vêtements propres. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Fait que tu vas marcher sur la rue, puis si tu n'as pas un œil averti des travailleurs, travailleuses de rue, mais on ne saura pas que cette femme-là vit une situation d'itinérance. C'est aussi le couchsurfing, là, donc quelqu'un qui va passer de divan en divan, qui n'aura pas de domicile fixe, quelqu'un qui pourrait dormir dans un garage. Dans un cabanon. Exactement, dans un cabanon, dans son auto. Donc, c'est toutes ces situations-là, dans le fond, que les gens vont trouver des stratégies alternatives à être logés. On s'entend qu'en été, dans un cabanon, c'est pas pire, mais en hiver, ça va être des choses, là. C'est bon. Et puis, j'allais dire, l'émission, la balado, porte le titre du troisième lieu. On parle pas ici, là, d'un pont qui traverse le fleuve. On est vraiment plus dans l'évocation du tiers-lieu, finalement, ces espaces publics qui sont appropriables par monsieur, madame, tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, que, finalement, toutes les catégories de gens. Ce qu'on peut faire comme lien, je peux faire dire, avec le fameux pont, c'est que c'est des espaces qui nous permettent parfois de créer des ponts entre les gens. Et ça, c'est nécessaire. Cette sociabilisation-là, pour ces personnes-là, elle est nécessaire. Si on perd ça, on perd tout d'une certaine façon, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Puis, tu sais, pour être capable justement de s'assurer que ces gens-là vont continuer puis vont avoir les outils nécessaires pour être capable d'être des bons voisins puis des bons citoyens, parce que souvent, ils sont considérés comme des mauvais clients, mauvais patients, mauvais voisins, tu sais, parce que oui, des fois, ça se peut, on voit des gens avec des comportements qui sont comme inhabituels puis qui nous rendent un peu inconfortables. Par contre, pour être capable, avec eux autres, justement, de les amener à voir comment faire autrement, comment ils peuvent cohabiter avec les gens, en fait, en se sentant bien, se sentant acceptés, ou au moins arrêter de se sentir invisible, de devoir toujours se justifier pour chacune de leurs actions, bien, pour pouvoir leur montrer, puis les accompagner, tu sais, avec d'autres outils, en fait, ou développer d'autres façons de penser ou de réfléchir. Bien, il faut être capable de créer des liens avec eux. Puis ici, à Saint-Georges, on est chanceux. On n'est quand même pas une grosse ville, mais on a des intervenants qui sont là, justement, qui sont présents, même dans la rue. Donc, on a 4 travailleurs de rue, quand même, qui prennent le temps de créer directement sur place, qui vont se promener puis prendre du temps avec eux. Puis dans une rencontre préparatoire qu'on a eue ensemble, tu soulignais quand même que même aussi la communauté, la société civile est, on va dire, quand même bienveillante auprès de ces clientèles-là. Oui, ça a été vraiment surprenant même. On a été surpris puis agréablement surpris de voir à quel point les citoyens sont soucieux, en fait. Ils ont comme un souci que les gens soient bien autour d'eux. Donc, ils se questionnent. C'est vraiment ça qu'on a vu, les gens qui se questionnent. Est-ce que je l'aide si je fais ça? Tu sais, si je me présente puis que j'y propose quelque chose, est-ce que ça va y nuire, en fait? Ou est-ce qu'au contraire, tu sais, puis est-ce que c'est dangereux si j'y vais? Tu sais, les gens se posent des questions, puis plus qu'ils connaissent la réalité, puis plus qu'on a le temps de prendre le temps avec eux, en fait, les autres citoyens, puis de répondre à ça, plus qu'ils se rendent compte que, tu sais, c'est pas dangereux, en fait, d'avoir des gens qui sont installés à certains endroits où on n'est pas habitué, puis qu'on n'est pas tant bien, mais il n'y en a pas de danger, tu sais. Non, tout à fait. Peut-être quelque chose à rebondir là-dessus. J'ai plein de choses à rebondir. Vas-y. Bien là, cette notion-là, tu sais, nous, au Rapsim, on fait souvent la différence entre la dangerosité puis la dérangerosité. Donc, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui est dangereux? Puis je pense qu'il y a toute cette déconstruction-là à faire aussi quand on regarde des gens, parce que effectivement, ça peut être inhabituel ou surprenant de voir comment que les gens s'approprient les espaces publics. Parce que c'est différent, c'est pas quelque chose qu'on voit ou auquel on s'attend. Tu sais, les personnes en situation d'itinérance vont devoir utiliser les espaces publics d'une façon qui n'est pas nécessairement prescrite. Donc, c'est pas la façon que les espaces ont été pensés nécessairement, mais pour eux, c'est leur tout.
tu sais, quand on n'a pas de maison, On le disait, pour on te le disait permettre dans la ça. discussion qu'on avait préalable, l'émission s'appelle Le troisième lieu, qui fait référence finalement à ces espaces qu'on peut s'approprier tout un chacun et qui ne sont pas le domicile ou le travail. Mais quand on n'a pas de domicile et quand on n'a pas de travail, bien, le fameux troisième lieu ou cet espace public, ben ça devient ton premier lieu, là, finalement. Ouais. Mais même si tu as un travail, si tu n'as pas de domicile Ouais, fixe, ton ça. premier lieu, c'est ça, ça reste ça. Parce qu'il y a des personnes en situation d'itinérance qui ont du travail, et puis particulièrement actuellement, là, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais donc, c'est ça, comment on va utiliser l'espace, bien, ça va être différent parce que tu n'as pas de porte à fermer. Tu sais, tout ce qu'on fait chez nous en tant que personne qui a un domicile. Oui, c'est ça, prendre sa douche, aller aux toilettes, être malade, pas filer, avoir envie de pleurer, avoir envie de rire, tout ça. Quand on n'a pas de maison, puis quand on n'a pas de place pour se cacher, bien, tu le fais où? Ah oui. Ben oui, voilà. Puis on s'entend que quand on est nous-mêmes, dans notre intimité, des fois, ça se peut qu'on soit bizarre. Alors, tu sais, dans nos façons d'être ou quoi que ce soit. Alors, si on voit quelqu'un sur la rue qui est bizarre, ben rappelons-nous que ça peut nous arriver nous aussi, mais nous, on a la possibilité de se cacher, tu sais. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, les seules personnes normales, c'est celles qu'on connaît pas vraiment. Je trouve que c'est très représentatif, dans le sens qu'on est tous différents, puis on a tous nos comportements atypiques au final, puis un peu notre folie. Je voulais revenir aussi, peut-être un peu plus largement, à l'idée de l'itinérance. Tu sais, je pense que rapidement, quand on parle de l'itinérance, bien, on associe ça au logement. Puis c'est sûr que le logement est toujours une composante importante là, des situations d'itinérance des personnes. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question du lien, justement, dont on parlait. Donc, l'itinérance, là, c'est une situation de fracture du lien. Tu sais, on parle de désaffiliation sociale, là, donc c'est que le lien s'est brisé à plusieurs moments au cours de la vie de la personne. Tu donnais l'image de plusieurs ficelles, là. Oui, exactement. Puis, ben, quand tu te rends en situation d'itinérance, souvent, ben, les dernières ficelles ont été coupées. Puis à ce moment-là, bien, c'est ce qui fait aussi toute la complexité de l'itinérance parce que quand tu as besoin d'aller chez le médecin pour n'importe quelle raison, bien, tu le trustes-tu? Est-ce que tu y fais confiance à ton médecin? Bien, peut-être pas parce que tu es déjà allé puis tu t'es fait dire qu'il ne pouvait pas t'aider parce que tu consommes des drogues. Mais peut-être que tu es allé chercher de l'aide puis tu t'es fait fermer des portes à plusieurs reprises pour plusieurs raisons. Souvent, nous, on parle des dénis de droit. Là. Dans le fond, on a tous le droit à la santé, le droit au logement. Bien, les personnes qui sont en situation d'itinérance sont en situation de déni de droit multiple. Donc, cette composante du lien-là est particulièrement importante. Puis je pense que quand on parlait de la communauté, tantôt, puis du troisième lien, puis de ces espaces. Oui, c'est correct. Bien, c'est important de se poser la question, puis je pense que tu l'expliquais bien, Émilie, mais comment que ça s'est opéré à Saint-Georges, comment que les gens se sont ont créé une communauté, ils sont allés, ils ont levé la main. Bien, ça, c'est important de se dire. On parlait de la visibilité, l'invisibilité. Bien, des fois, on est mal à l'aise, puis on fait comme s'il n'existait pas les personnes dans l'espace public. Mais moi, quand je marche à Saint-Georges, les gens, ils me saluent, on me sourit, on fait un hochement de tête. C'est important. Bien, c'est important, puis c'est important de le faire avec les personnes. On n'est pas obligé de s'arrêter puis de demander, parce que je le ferais pas non plus avec quelqu'un que je croise dans la rue que je connais pas, mais si je le fais avec les gens que je croise, bien, il faut reconnaître l'humanité des personnes qui vivent des situations d'itinérance aussi. Écoute, ça met la table vraiment pour la suite de notre discussion à la suite de cette pause. Deuxième partie de cette discussion sur notamment l'itinérance, sur ces façons différentes peut-être de s'approprier l'espace, les lieux publics. Lieux publics, vous le savez, cet épisode, cette série s'appelle Le troisième lieu, référence au terme tiers-lieu qui, bon, justement, après le domicile, le travail, est un lieu dans l'espace public qu'on s'approprie, qu'on aime bien fréquenter pour être
dans notre bulle peut-être, mais tout en étant au contact de nos contemporains. Je le fais dans chacun des épisodes et je vais demander à nos invités, donc Émilie et également Joanie, de me dire, pour vous, quel est votre troisième lieu d'appartenance préféré? Quel est le tiers-lieu que vous affectionnez? On va commencer, tiens, avec Joanie. OK. Ben, je vous en parlais un petit peu avant de commencer. Là, c'est quand tu m'as posé cette question-là pour me préparer un peu, ce qui m'est venu en tête, parce que j'ai habité à Montréal longtemps, c'était les ruelles. Les ruelles de Montréal, tu sais, c'est comme un peu cet espace-là qui n'est pas vraiment la rue, mais qui est quand même très vivante, active. Oui. Il y a des enfants, il y a des gens, des fois il y a des bancs, Oui. il y a des graffitis. Donc, il y a toute comme une vie un peu secrète, ben, qui n'est pas si secrète que ça, mais je trouve ça très intéressant. On est Sinon, quelque part entre le privé et le public. Hein, c'est un peu un trait d'union entre les deux, finalement. Oui, fait que je trouve qu'il y a comme cette... Une vibe. une vibe particulière, puis un espace de... Ben, c'est ça, justement, t'es un peu à la limite de beaucoup de choses, puis souvent, ben, ça donne lieu à des choses intéressantes. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est intéressant. Sinon, ici, à Saint-Georges, là, je pense vraiment le parc des Sept Chutes. Oui. C'est aussi un de ces lieux-là où que tu peux aller te promener, c'est vivant. Oui. Je peux y aller avec mes enfants, faire un pique-nique, jouer, lancer des roches dans l'eau. Donc, on a accès à plein d'activités, finalement, dans un même lieu. Puis de rencontres aussi. Donc, Ben oui, tout à fait. je pense que c'est vraiment un parc extraordinaire qu'on a ici. Allons-y, Émilie, pour toi. Oui, moi, je dirais que plutôt, en fait, quelque chose d'un peu calme. Sur le bord de la rivière, ici, là, on a une super belle promenade, la promenade Redmond. Donc, j'aime beaucoup aller m'asseoir là, sur un banc, souvent les bancs en pierre, là, bien escarrés, avec un livre, en fait. Puis ça me permet de me retrouver, moi, d'être au calme. Puis en même temps, il y a plein de gens qui passent, donc qui nous permettent vraiment un petit contact visuel, un sourire. Ouais. Il y en a qui arrêtent de jaser à côté. Il y a quelque mais chose de sinon- sécurisant d'être avec les gens, Oui. mais tout en peut-être étant... Tu sais, parce que, bon, être seul, ça peut être intéressant. On aime ça, se réfugier dans notre bulle, partir dans le bois, être tout seul. Il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Mais des fois, c'est quand même le fun d'être seul, mais de savoir que pas loin de nous, il y a d'autres personnes qui sont aussi peut-être seules, eux également dans leur bulle, mais qui sont avec nous finalement. Oui, exactement. Ouais. Oui, puis tu sais, le côté seul, on le trouve dans notre premier lieu. Souvent, c'est là, Oui. moi, que je vais me retrouver, tu sais, toute Effectivement. seule. Puis au travail, ben, qui est le deuxième lieu, dans le fond, où Ouais. là, je suis en contact constant avec des gens. Puis, oui, effectivement, comme tu dis, mon troisième lieu me permet vraiment OK. d'être un peu un mix des deux. qui Intéressant. Mm. Alors, Oui. oui, vas-y. Oui, si je peux faire un lien avec l'itinérance, peut-être. On aime toujours faire des liens. Des liens, le Alors- troisième lien, pas le troisième lien, des liens. C'est ça, tant qu'il y a des liens. Du lien ça se social, parle. oui. C'est ça, cet espace-là, là, tu parlais de... C'est le fun d'être avec des gens. Il y a comme quelque chose de sécurisant. Puis, mais je voulais peut-être juste mettre en relief là, que Oui. autant la présence des gens peut être sécurisant pour certaines personnes en situation d'itinérance. Ça va être un facteur de protection, d'être très visible, Une- puis de se mettre au milieu du monde. En, parce que- en urbanisme, il y a une sommité de l'urbanisme qui, bon, n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais Jane Jacobs parlait des yeux de la ville. C'est finalement, on est, oui, peut-être on est dans l'espace public, les gens sont dans leur espace privé, mais ils ont un accès, une visibilité sur la rue et il y a comme quelque chose de protecteur là-dedans. On s'assure qu'ensemble, il reste une certaine sécurité. Donc, les yeux de la rue, les yeux de la ville. Mais, excuse-moi, je t'ai coupé. Bien, c'est bien correct. Mais il y a aussi l'inverse, l'autre bord de la médaille. Oui. Finalement, il y a pour certaines personnes que cette visibilité-là va être source de danger. Ouais. Puis qui va être à l'encontre de la sécurité, finalement. Oui. Ben, on en parlait tantôt par rapport aux stratégies là, autour de l'itinérance cachée, mais d'aller se cacher puis de se reculer, bien, tu t'exposes pas au regard méprisant ou au jugement, mais aussi aux agressions verbales et physiques qui sont bien réelles. Là. Donc, il y a comme ces deux côtés-là qui
c'est le fun de se le rappeler des fois parce que, quand on n'a pas ces expériences-là, c'est difficile de... Tout à fait. Oui, de Tu sais, les gens, quand ils s'installent, là, dans le fond, ils tentent de reproduire ça un peu, hein, un chez-soi, un sentiment de sécurité, en fait, qui est important. Quand ils s'installent à quelque part avec leurs effets, ça devient leur lieu, ils ont une appartenance, puis ils reproduisent, c'est ça, ce sentiment-là. On en parlait un peu encore là, je réfère à une rencontre qu'on a eue préalablement pour un peu se préparer à cet épisode. Il y a des espaces publics normés, on va dire, là. Je pense à la bibliothèque, qui sont des tiers-lieux et qui, parfois, sont appropriés par ces gens-là. Et d'une certaine façon, tout à l'heure, tu parlais de différents droits. Le droit à... je me rappelle plus qu'est-ce que tu as énuméré. Moi, ça m'amenait au concept aussi du droit de la ville, le droit à la ville, d'une certaine façon, pour tous, où l'espace public, la ville, elle appartient à tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. On peut penser au parc, c'est génial. Ici, à Saint-Georges, on a cette chance, et je crois que ça bénéficie à tous, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, de pouvoir bénéficier de ces beaux espaces de verdure et tout ça. Mais une bibliothèque qui est un équipement public, par exemple, je suis allé, moi, la semaine dernière à la bibliothèque Gabriel Roy à Québec, qui est dans Saint-Roch. On sait que Saint-Roch, il y a des enjeux au niveau des vulnérabilités et tout ça. C'est des espaces qui, veut pas, les clientèles plus vulnérables vont avoir le réflexe et ils vont trouver là on va dire quelque chose, ne serait-ce que pour aller à la toilette, mais parfois ça va au-delà de ça, vraiment beaucoup. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont à la bibliothèque, des personnes en situation d'itinérance pour lire. Oui. Non, mais je pense que c'est important de se rappeler que, tu sais, je pense que quand on pense à l'itinérance, encore une fois, on pense juste à l'aspect de survie, puis on va pas se mentir, c'est une composante principale des journées de ces personnes-là, de se demander où que je vais dormir, où que je vais être en sécurité, comment je vais me procurer de la nourriture, comment je vais laver, tout ça. Mais il y a aussi tous les autres aspects de la vie. Puis, tu fais bien de le rappeler. Oui, mais donc ces lieux-là, comme les bibliothèques, c'est quand même important que les personnes en situation d'itinérance y aient accès également. Puis on voit, en fait, c'est à géométrie variable, différents, dépendamment des endroits, puis de l'accueil que c'est reçu, qu'on reçoit ces personnes-là. Mais il ne faut pas penser qu'ils viennent juste profiter, mais il y a plein de personnes qui vont, tu sais, on va dire, là, ils n'ont pas d'affaires là, mais comme moi, je peux aller m'asseoir puis lire un journal, faire un casse-tête, ou juste relaxer dans la bibliothèque. J'ai le droit de faire ça comme n'importe quelle personne. Oui, tout à fait. On va aller faire un casse-tête. Cela dit, si je suis en situation d'itinérance, je suis dans la ville, je m'approprie la ville, j'ai besoin d'aller à la toilette. J'ai pas des tonnes d'options qui s'offrent à moi. Bien, c'est ça. En fait, à Saint-Georges, si on compare à Montréal, on a une certaine chance parce qu'il y a quand même quelques toilettes publiques dans les parcs, justement, tu sais. Le parc Veilleux. Oui, exactement. Chute aussi. À côté de la bibliothèque, là, le petit parc. L'Arboretum. L'Arboretum, cela dit, les toilettes sont ouvertes quand il y a des événements. Ah, seulement. Voilà. Mais on en parlait, par exemple, les toilettes ferment la nuit. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'aller aux toilettes des fois la nuit. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es en situation d'itinérance puis que les toilettes sont fermées? Puis, dans l'Est aussi, on disait qu'il n'y en a pas vraiment de toilettes. Il y en a moins. Oui, ça va quand même loin, là, parce que les parcs sont plus loin. Là. Puis, bon, écoutez... Toute l'accessibilité à ces besoins de base-là. On dit loin, on réfère un peu à la périphérie, on s'éloigne un peu du centre-ville. Restons dans le centre-ville. Il y a un projet là, qui est en train de, tranquillement, qui va lever de terre à un moment donné, tout juste ici, tout près. On le voit, là, le terrain aux abords du ruisseau de l'Ardoise, d'une quarantaine de logements abordables qui devraient voir le jour éventuellement. Moi, je vais vous dire, à un moment donné, je discutais avec quelqu'un que je nommerai pas, qui est, on va dire, impliqué dans le développement de la ville, dans le développement du centre-ville, et qui me disait, moi, je pense que c'est pas ça qu'on devrait mettre là parce que, puis ayant en tête les commerces, c'est pas ça qui va amener de la vitalité économique au centre-ville. Mais en même temps, je veux dire, nos personnes qui ont besoin de ce genre d'habitation, ils sont déjà dans le centre-ville, puis on doit les garder ici. On n'est pas là pour les pousser, là. Tu sais, on parle de gentrification, des fois, c'est un terme qui revient lorsque on fait des démarches de revitalisation d'un secteur de centralité comme ici.
c'est le fun, on veut que ce soit beau, on veut ajouter de la plus-value, sauf qu'à un moment donné, il faut quand même être sensible au fait que ces gens-là, puis pour certaines, n'ont pas de voiture, donc pour elles, d'aller habiter plus loin dans la ville, c'est pas une option. Ouais. J'aimerais vous entendre sur tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, moi, vois-tu, ça me ramène juste à l'idée que j'ai que ça devrait tellement pas être une question d'argent. Tu sais, c'est souvent ça, en fait, l'accès à un logement. C'est une question d'argent. Alors, on parle de les gens, en fait, qui devraient ne pas avoir accès à la ville, encore une fois, pour une question d'argent, tu sais, autour, en fait. Donc ça, moi, ça me touche ça vient te beaucoup. En chercher. fait, ça vient... Oui, c'est ça vient vraiment me chercher. Je trouve que c'est un droit fondamental. Hein, d'avoir le logement, là, je veux dire, c'est un droit à fait. pour tout le monde. Puis un centre-ville, ça doit être, à mon point de vue, un endroit de mixité. Ah oui. Tu sais, si on s'éloigne un peu, on va vite se rendre compte que, bon, dans les quartiers résidentiels, on est vraiment dans une espèce d'homogénéité, davantage, là. Tu sais, les maisons un peu toutes du même standard, ou bon, dans un centre-ville, on doit s'attendre à une espèce de faune beaucoup plus différenciée. Puis c'est ce qui fait la richesse, finalement, du milieu. Mais, tu sais, sans pointer la pensée individuelle, parce que je pense pas que c'est l'intention de non? Oui, c'est ça, de l'individu. Mais ce processus de pensée-là va augmenter la vulnérabilité des personnes. Dans le fond, justement, comme tu disais, si on les renvoie vers les extrémités ou qu'il n'y a pas de service ou qu'il n'y a pas d'accès, qu'on ne peut pas se déplacer, bien, tu crées de plus en plus d'exclusion. Puis comme on le disait en première partie, bien, ces processus d'exclusion-là sont au cœur des processus d'itinérance. Donc, si on veut lutter contre l'itinérance, bien, c'est aussi une question de s'assurer que dans notre société, tout le monde a sa place. Ouais. Puis ça veut dire peu importe ton statut économique, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton orientation sexuelle, ton genre, peu importe, Alouette. dans le fond, exactement, bien, tu dois avoir ta place dans notre société puis dans nos centres-villes aussi. Puis d'avoir accès à des logements qui sont dignes, proches de tout, bien, c'est un bon pas de création de liens, ça. Je parle encore un peu de... je sais pas de quoi je m'enlignais. Qu'est-ce que je réfère encore à la discussion préparatoire qu'on a eue. Ouais. Puis, écoute, je vais te mettre sur la sellette, mais tu as apporté un point intéressant que j'ai vraiment aimé. Moi, depuis qu'on enregistre ces balados, on est donc content d'être accueillis par le Café du Milieu. Joanie, c'est ici qu'on s'est rencontrés, au Café du Milieu, puis ça a donné lieu finalement au fait qu'on est assis ensemble aujourd'hui ici. C'est un lieu magnifique. Moi, j'avais hâte qu'il arrive un endroit comme celui-là dans le centre-ville. Pour moi, ça amène tout plein de possibilités. Puis je suis vraiment, puis on s'entend, là, moi, là, je fais partie des bobos, là, les bourgeois bohèmes, là, tu sais, je veux dire, je suis un... Comment je dirais bien? J'ai pas de grands problèmes de financier dans la vie, ça va bien, j'apprécie ce genre d'endroit qui, tu sais, je veux dire, où on est bien, on est confortable, on peut prendre, bon... Mais tu soulignais, parce que je crois, puis c'est le mandat, puis c'est la mission ici, il y a une mission sociale ici dans le Café du Milieu. Il y a une volonté d'accueillir tout le monde. Cela dit, on va le dire à Martin Beaulieu, qui est le grand Manitou du café, puis je suis sûr qu'il va très bien entendre le commentaire. On a toutes sortes de choses ici à se mettre sous la dent qui sont superbes. Pour une classe moyenne, ça convient bien. Pour des personnes plus vulnérables, ça peut être plus difficile ici. Quoique, notre réalisateur, notre technicien, Serge, lui, il prend pas des lattés puis des lattés glacés, là. Lui, c'est le café filtre de base. Il y en a, là, ici. On peut se prendre un café filtre de base. C'est pas cher, puis c'est cool. Cela dit, quand on arrive dans les menus, les choses à manger, là, c'est un petit peu plus cher. C'est moins accessible. Des fois, on pourrait faire le commentaire à Martin, hey, tu sais, pour que justement ces clientèles-là puissent s'approprier ce tiers-lieu, finalement. Mais peut-être qu'il y aurait lieu, justement, le mot lieu revient toujours, peut-être d'ajouter à la carte un tigre de cheese, là, tu sais, plus basique. Il y a des muffins, mais... Oui.
Bien, je donnais l'exemple d'un café où c'est ça, tu sais, il y a tout Oui. ce range Cette offre, d'options-là, tu sais, de ce spectre-là, de dire d'avoir autant, je sais pas trop, je connais pas le menu d'ici par cœur, mais tu sais, il peut y avoir un grilled cheese avec des poires et du brie qu'on aime beaucoup, qui est plus cher, mais aussi d'avoir une option de base, là, qui est un grilled cheese au fromage Kraft, peu importe, mais qui fait que quelqu'un qui est moins en moyen, qui veut quand même venir ici, profiter du lieu, échanger, ben, va pouvoir participer activement au lieu sans... puis ça va créer ces lieux de rencontre-là aussi. Parce qu'il y a toute la question de tiers-lieux où on... Parce que, bon, il y a différents tiers-lieux. Il y a des tiers-lieux qui sont gratuits, mais il y en a d'autres où c'est un peu attendu de nous qu'on consomme. Alors, vous savez que le tiers-lieu, il y a à peu près une vingtaine d'années, en termes de marketing, c'est Starbucks qui s'était approprié ce terme-là et qui en faisait tout un marketing. On s'entend que il y avait quand même d'accessibilité. Effectivement, en termes d'accessibilité, on repassera, mais il faut quand même leur donner ils ont un peu créé cette espèce d'endroit convivial où on se rencontre, on se croise, il y a quelque chose de convivial, de sympathique là-dedans. Veut pas, même les cafés indépendants, éventuellement, ont voulu recréer d'une certaine façon. Puis c'est quand même particulier parce que Starbucks, c'est à la limite retiré de ça et mise davantage aujourd'hui presque sur le service à l'auto. Alors, on n'est plus là. Hein? On n'est vraiment plus là, mais c'est quand même particulier, là. Oui. Mais ce qu'on voit à Saint-Georges aussi, c'est que ces lieux-là, je pense, sont en diminution. Tu sais, je pense au café chez Francine. Oui, le restaurant chez Francine, mais là, ça te passe au feu, malheureusement. Non, mais je comprends, mais Ouais. puis les personnes qui étaient vieillissantes. Il y avait le aussi, Charles aussi, jadis. exactement, mais il y avait quand même cette place-là où que tu peux juste aller prendre un café puis rester très longtemps. Un ordre de toast. Puis tu n'as pas la pression de partir. Mais je pense que ça se reproduit un petit peu dans certaines chaînes là, de restaurants. Je suis obligé de dire c'est fun d'avoir ces alternatives. Je vais vous dire, locales. je fréquente beaucoup Sainte-Marie. On en a parlé un petit peu tantôt de Sainte-Marie. Et ils ont de la job à faire. C'est le McDo à Sainte-Marie. C'est le McDo. Il y a les Tim Hortons aussi qui jouent quand même bon ce rôle-là. On fait de la publicité, là, je ne veux pas nécessairement en faire pour ces chaînes-là. Cela dit, ça me fait penser, toutefois, puis là, on va manquer de temps pour notre discussion. On a parlé, par exemple, puis tu sais, je reviens à Sainte-Marie, c'est quand même comique, dans l'aménagement urbain, on en a parlé un peu au niveau de l'appropriation des lieux. La terre-plein en face du Canadian Tire, les étudiants, ça s'en va là pour prendre de l'ombre. Alors peut-être des fois, dans l'aménagement, quand tu es un élu, tu peux peut-être te poser des questions dans ta ville, au centre, comment t'emménager tes lieux pour que tu en arrives à ce que les gens squattent finalement la bordure de terrain sur le bord du boulevard Vachon. C'est un autre débat. On a parlé de douche également à un moment donné. On se disait... Il n'y en a pas de douche. Ici, au jeu d'eau, ça se peut qu'on se retrouve devant quelqu'un qui prend sa douche, là, ou en tout cas qui se lave, si on veut, ou qui se rafraîchit à tout le moins. Donc, on pourrait t'en parler tellement longtemps. Malheureusement, les filles, c'est déjà tout. On voulait parler de la nuit des sans-abri. Ça va s'en venir, ça, quand même, à l'automne, au mois d'octobre, en pleine campagne électorale municipale, by the way. Hein? Alors, on pourra passer des messages. Mais par rapport à la nuit des sans-abri, si on peut se permettre, là, je pense que c'est important d'inviter tout le monde. C'est vraiment un événement de sensibilisation qui est destiné à créer des liens. Voilà. Un bon tiers-lieu. Un bon tiers-lieu. Mais c'est comme une bonne façon de rencontrer les personnes de la rue d'une façon alternative, Tout à fait. puis dans un lieu sécuritaire. Puis après, ça permet de se recroiser après. J'aimerais qu'on termine avec l'idée de la déclaration commune. En une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, en fait, déclaration commune, l'année passée, au 4e État généraux de l'itinérance. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, qui se sont rencontrés, incluant des personnes qui habitent la rue. Donc, ça, c'est important de le dire aussi. Où il y a eu beaucoup d'échanges qui ont mené vraiment une déclaration commune sur comment c'est comme une implication, en fait, pour un engagement, en fait, ça sert à sensibiliser, en fait, puis ça vise à réduire l'itinérance. Donc,
pour amener les gouvernements OK. quand même à s'impliquer de façon... Les gouvernements, mais Oui. si je comprends bien, parfois, nous, comme citoyens, citoyennes, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire d'une certaine façon pour aider ou pour contribuer, et ça peut être une façon. Ça peut en être une façon, en fait. C'est Parce vraiment qu'on peut se d'aller... rendre, oui. C'est ça. On peut se rendre sur le site du RSIQ. RSIQ. RSIQ, oui, c'est OK. ça, Réseau Solidarité Itinérance Québec. Et En on fait, signe la on signe la déclaration, en Parfait. fait, vraiment que ça peut avoir des grands impacts. Vous me voyez dans mon non-verbal, je suis obligé de mettre un terme à la fameuse discussion qui a été sympathique, agréable. Merci les filles, c'était génial. Merci de l'invitation.